Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. J'espère que tu vas les kiffer, en tout cas c'est quand même le but des vidéos, hein. Et je tiens énormément à vous remercier, en ce moment il y a beaucoup de soutien et de commentaires sur les vidéos, donc merci beaucoup. Justement, la petite question du jour c'est quoi? Eh bien ça va être quelle est ta saison préférée? Pour ma part, je pense que c'est le printemps. Il y a tout qui commence à refleurir, tu peux ressortir dehors mais il fait pas trop chaud non plus. Je vais pas faire un débat là-dessus, hein, on est sur une intro de vidéo YouTube, mais bref, voilà, c'est ma saison préférée. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Et si je devais en choisir une seconde, ce serait l'hiver, je pense. Voilà, mes choix sont dits, à toi de me dire les tiens dans les commentaires. Avant de commencer ces threads d'horreur, si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement, allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Bonjour à tous et merci de lire mon histoire. Avant de commencer, je tiens à dire que cette histoire est totalement vraie et que je n'ai rien inventé. J'espère que vous allez frissonner, même si c'est impossible que vous le fassiez autant que moi. Actuellement, je m'appelle Tom. Bon, ce n'est pas mon vrai prénom évidemment. Je suis en seconde et j'ai 15 ans. Mais cette histoire s'est passée en 2019 où à cette époque j'avais 11 ans et j'étais en 6e. Dans mon collège, chaque classe de 6e fait une sortie en début d'année dans une petite ville nommée Sixte. On y reste 2 jours donc on dort là-bas. Avant d'aller plus loin, je vous fournis un plan de la chambre. Déjà, toutes les pièces de la chambre sont reliées par un couloir qui traverse cette dernière. En effet, à l'intérieur de notre chambre, il y a plusieurs pièces. La première pièce pour dormir, qu'on va appeler la chambre 1, se trouve juste en face de la porte d'entrée. Cette chambre possède une porte. Si je le précise, c'est parce que l'autre chambre, la chambre 2, celle où je dors, ne possède pas de porte et elle est reliée au couloir. Ça veut dire que s'il y a quelque chose dans le couloir, tu le vois. Et ce quelque chose te voit aussi. Puis après la chambre 2, il y a les toilettes et la salle de bain. Maintenant que vous voyez à quoi ressemble la chambre, commençons l'histoire. C'est la fin de la journée et le moment que tout le monde attendait arrive. Le moment où on découvre nos camarades de chambre. En effet, on dormait dans un camp de vacances à Sixte, dans des chambrées de 3 à 5 personnes. Quand je m'installe, je suis super content, car je tombe avec 3 potes à moi que l'on va appeler Tim, Max et Jimmy. On s'installe, on joue à des jeux de société et on se raconte des trucs. Bref, une super soirée. Puis vint le moment où une prof entre dans la chambre et elle nous raconte qu'il est tard et qu'il faut aller se coucher. Je dormais dans la chambre 2 avec Jimmy, donc la chambre sans porte. Et Tom et Max dorment dans la chambre 1, celle avec une porte. On se couche et tout le monde est vraiment crevé. Et donc on s'endort facilement. En pleine nuit, je me réveille face à la fenêtre de la chambre 2. Et donc dos au couloir. La veille, on avait oublié de fermer la fenêtre. Et donc la lune nous donnait un peu de lumière. Je regarde cette dernière et au vu de sa position, je me dis qu'il doit être environ 1 h du matin. Je décide de me rendormir car je suis fatigué et qu'on doit se lever tôt le lendemain. Je me tourne et là je me retrouve tétanisé. Je vois un homme dans le couloir. Alors, mon premier réflexe est de me dire que ça doit être un de mes potes qui va aux toilettes ou dans la salle de bain. Sauf qu'avec le peu de lumière de la lune, j'arrive à discerner la forme du corps de cet homme. Et ce n'est en aucun cas la forme d'un des corps de mes potes. Ce n'était pas non plus un prof, car tous les profs avec nous étaient des femmes. Et la personne devant moi était clairement un homme. Je suis donc dans une situation où il y a un homme que je ne connais pas, dans le couloir de ma chambre à 1 h du matin. À côté, Jim dort encore. Je suis tétanisé et j'ai hyper peur. Tellement peur que pour pas me faire remarquer, j'arrête de respirer. Avec le recul, je me rends compte que c'est une idée de merde. Car c'est normal de respirer. Donc si le gars m'avait entendu respirer, ça l'aurait pas alerté plus que ça. L'homme marchait lentement, très lentement, tellement qu'il faisait exprès. Même en étant bourré, drogué ou tout ce que vous voulez, c'est pas possible de marcher aussi lentement naturellement. Pendant que je retiens ma respiration, le gars s'arrête devant une petite table dans le couloir et il examine un jeu de cartes auquel on avait joué la veille avec mes potes. Sauf qu'au bout d'un moment, ce qu'il devait arriver arriva. En manquant d'air, je lâche un énorme pfff. Forcément, ça, contrairement à la respiration, c'est pas normal. Et donc, le gars lâche le jeu de cartes qui tombe par terre et il se retourne vers moi. On se regarde comme ça, pendant 30 secondes. Et elles me paraissent des heures. Puis, il se met finalement à marcher vers moi, tout aussi lentement qu'avant. Je me cache sous ma couette et je ferme les yeux vraiment très fort. Je me dis qu'une chose, c'est qu'il va me tuer, m'emmener ou faire quelque chose d'autre pas très cool. Je ferme les yeux encore et encore. Puis, je ne sais pas comment, mais je m'endors. Le lendemain, je me réveille en sursaut dans ma chambre sans intrus. Me rappelant de ce qu'il s'était passé quelques heures plus tôt, je regarde partout sur mon corps pour voir si j'ai un coup, un bleu ou quelque chose d'autre. Et à ma grande surprise, non, rien. Je n'ai absolument rien de différent par rapport à hier. Et là, c'est le soulagement.
Je me dis que c'est seulement un sale cauchemar trop réaliste. Sauf que même si c'était un cauchemar, je suis encore un peu sous le choc. Je décide donc de me rendre dans la salle de bain afin de me passer un coup d'eau sur le visage pour être bien réveillé. Je me lève, je marche en direction de la salle de bain quand je ressens soudain une douleur sous le pied. Je regarde sur quoi j'ai marché, puis je vois au sol le jeu de cartes que l'homme avait fait tomber la veille. Ce n'était donc pas un cauchemar. Voilà, c'était mon histoire, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez frissonné. Je le répète encore, mais cette histoire est totalement vraie. Je n'ai plus jamais entendu parler de ce gars et je n'ai plus rien vécu de bizarre ou d'effrayant. Évidemment, quand j'en ai parlé à Jimmy, Max et Tim, ils ne m'ont pas cru. Mais bon, que voulez-vous que j'y fasse? En tout cas, je vous remercie de m'avoir lu. En tout cas, nous on te remercie d'avoir partagé cette histoire. Clairement, petite histoire où il ne se passe rien overall, mais en tout cas, ça fait pas plaisir de voir un homme débarquer comme ça dans la chambre. T'es là, t'es en mode, qui est le monsieur? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il me veut, en fait, tout simplement. En plus, le gars est hyper sadique, il marche tout doucement, puis il s'approche de celui qui raconte le thread d'horreur. Tu dois mais vraiment flipper ta grand-mère. Voilà, je dis les termes, ta grand-mère. Et bah voilà, on va passer au prochain thread d'horreur. Je m'appelle Esteban et j'ai 18 ans. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 16 ans. Allez, je vous donne un petit peu de contexte avant de commencer. À cette époque, j'étais secouriste à l'Ordre de Malte française. C'est une association de secourisme, pas une secte de templiers. Et tout ça fait que j'avais des vêtements très visibles, avec des bandes réfléchissantes et des couleurs rouge et jaune fluo. Et même si c'est pas très légal, je portais un couteau de poche dans un étui à la ceinture pour découper des objets dans l'urgence, et en cas de danger extrême. Pour aller à mes missions, je prenais les transports en commun, y compris le bus, pour aller de chez moi à la gare la plus proche. Et le dernier bus était à 21 h à la gare. Entre chez moi et la gare, il y a 50 minutes de marche. Et je dois passer par une ville, une départementale et je passe devant un hôpital psychiatrique en mauvais état. Mais il est toujours actif. Une fois l'hôpital passé, j'ai le choix entre une départementale très fréquentée, donc pas très sécure pour un piéton, et une route passant dans la forêt et un petit village. Puis encore de la forêt, qui elle n'est quasiment jamais empruntée. Tout ça pour enfin arriver à mon village. Je l'ai déjà fait quelques fois sans souci, sachant que j'emprunte toujours la route forêt pour ma sécurité. Et surtout parce que en été, il fait pas encore nuit à 21 h. Et j'ai la phobie de la forêt la nuit, encore plus aujourd'hui. Allez, on rentre dans le vif du sujet de l'histoire. Je passe une journée de mission habituelle à la seule différence que j'ai oublié mes affaires de civil au QG de mon assaut. Donc je me tape le trajet de retour en tenue de secouriste. J'arrive à la gare pour le retour. Il est 21 h passées, donc le dernier bus est déjà parti. Personne chez moi pour venir me chercher. Je décide donc de rentrer à pied, sachant que la nuit commence à tomber. Je passe la ville et la départementale sans problème, et je suis plutôt serein. Je remarque qu'il me reste plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Je passe devant l'hôpital psychiatrique, sachant qu'il fait déjà nuit. Et j'ai, comme à chaque fois que je passe devant, ce sentiment d'insécurité. Vient maintenant le choix entre la départementale et la forêt. Après une minute d'hésitation, je choisis la forêt pour ma propre sécurité. Et je décide de me mettre de la musique pour me réconforter, car très effrayé par la forêt. Je m'engage sur la route avec ma musique dans les oreilles et ma lumière de téléphone. Je me rassure petit à petit en me disant « Bah ça va en vrai ». Je me permets même quelques petits pas de danse à cause de la musique. Ce que j'avais, c'est la batterie de mon téléphone qui finit par me lâcher en pleine forêt. Ce qui fait que je suis sans musique, donc effrayé, sans lumière et sans aucun moyen de communication. J'avance donc plus vite avec pour éclairage la lumière de la lune pendant 10 minutes et j'arrive enfin au village sur ma route qui est éclairé par quelques lampadaires. Je suis donc rassuré et marche sereinement. J'arrive à la fin du village et donc au début de la forêt qui n'est plus éclairée. Et en avançant, j'aperçois une personne au milieu de la route en dessous du dernier lampadaire. En m'approchant, je vois que c'est un homme d'une quarantaine d'années, très négligé, qui est immobile au milieu de la route. Il regarde dans ma direction. Je distingue qu'il bouge la bouche comme s'il marmonnait quelque chose. Et je suis sûr à 100% qu'il m'a vu. Je me mets donc sur le trottoir à une dizaine de mètres de lui pour avoir de la marge. Et je vois qu'il ne me regarde pas, mais regarde droit devant lui et il ne détourne pas le regard. Étant secouriste, je lui dis « Bonsoir monsieur, est-ce que tout va bien ?» Il ne réagit pas. Je lui dis alors « Monsieur, je suis secouriste, est-ce que quelque chose ne va pas ?» Et sans bouger le regard et ni la tête, il me répond d'une voix désespérée. Je la cherche. Je lui demande alors qui il cherche. Et là, il tourne la tête vers moi lentement. Et il penche la tête sur le côté en me regardant dans les yeux. Il sort un couteau de chasse de sa poche arrière et me répond « Anna ? Je cherche Anna ? Vous ne l'auriez pas vue, monsieur le secouriste ?» Je fais 3 pas en arrière et j'essaye de rester calme. Et je mets ma main sur mon étui à couteau. L'inconnu ne me lâche pas du regard.
Là, je lui demande avec sérieux « Mais qui est Anna ?» Il ouvre alors grand les yeux et me hurle dessus. « Mais où est Anna? Allez, dis-moi où elle est ?» Je lui réponds alors « Mais ne vous inquiétez pas monsieur, vous allez la retrouver. Appelez le 17, ils vont vous aider et vous finirez par la retrouver. Mais moi, je ne peux rien faire pour vous. Je suis sincèrement désolé pour vous. » Il me lâche alors du regard, se tourne à 90 degrés vers la forêt et marche lentement vers la forêt. Arrivé à la lisière, il se tourne vers moi et me pointe de son couteau en me disant « Si je ne la retrouve pas ou que je la retrouve morte, je te retrouverai toi et je te tuerai. » Alors là, intérieurement, je me chie dessus. Mais je reste droit en attendant qu'il rentre dans la forêt. Et je tape mon meilleur sprint sur la route. Et dans ma course, j'entends un hurlement masculin derrière moi. Je tourne la tête et heureusement, il n'y a personne. Je cours jusqu'à chez moi, je rentre, je vais dans ma chambre et je passe 30 minutes à paniquer. Puis je finis par me calmer en écoutant de la musique sur mon ordinateur. J'envoie un message à une seule personne, ma meilleure amie qui me rassure et me dit que ça y est, c'est fini. Depuis, je n'ai plus rencontré cet homme. Je n'ai jamais su qui il était et je ne le saurai jamais. Aujourd'hui, j'ai arrêté le secourisme pour des raisons économiques et je ne retourne plus jamais sur ce chemin la nuit sans être accompagné. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Assez flippant le monsieur quand même, hein. Notre petit secouriste là, il essaye de lui venir en aide. Et clairement, la personne veut de l'aide, mais je sais pas si notre petit gars là, il est assez qualifié pour ça. Clairement, je pense que là, c'est à un autre niveau qu'il faut de l'aide vraiment de psychologue, psychiatre, enfin tout le corps médical et tout quoi. Et peut-être même la police, hein, parce que peut-être il a vraiment perdu quelqu'un, je sais pas, enfin bref. Mais voilà, ça c'est pas à notre petit secouriste de l'aider là. Je pense que là non, il avait pas les compétences pour. Voilà, un vrai petit thread effrayant quand même. Allez, on passe au troisième thread d'horreur. Il y a quelques années, mon mari et moi avons emménagé dans notre première maison. Dès le départ, notre maison, pas si normale, a commencé à connaître une activité paranormale. Rien de bien bizarre, des choses qui bougent, de légers tapotements ou claquements. Rien de trop sinistre. Après avoir vécu ensemble pendant un certain temps, nous avons décidé d'essayer d'avoir un bébé. Et nous avons réussi. 9 mois plus tard, notre fille est sortie. Cela peut sembler un peu inutile, mais les problèmes ont semblé commencer lorsque nous l'avons ramenée à la maison. Les 2 premières nuits se sont bien passées, mis à part un manque massif de sommeil. Mais la 3e nuit, c'est devenu un peu pire. Un bruit bizarre commençait à devenir plus fort, plus agressif. Le pire, c'est que nous avons commencé à l'entendre davantage sur son babyphone, plutôt que n'importe où dans notre maison. Quand nous l'entendions, nous regardions pendant quelques secondes, pour nous rendre compte que ses yeux étaient ouverts. Elle ne pleurait pas, elle ne s'ennuyait pas, elle était juste réveillée et regardait autour d'elle. Le plus effrayant, c'est quand elle levait les yeux vers le plafond et semblait commencer à sourire. À ce jour, nous ne savons pas ce qu'elle regardait. Nous étions juste heureux qu'elle aille bien. Ma fille a maintenant 6 ans et les problèmes semblent s'aggraver à nouveau. Ça tape sur les murs, ça jette des objets partout dans la maison. Ma fille m'a même dit qu'elle avait entendu des grattements venant de sous son lit et dans son placard. Il y a juste un facteur dont je ne peux pas me débarrasser. C'est le fait qu'elle ne semble ni effrayée ni inquiète. Récemment, elle était assise au bord des escaliers du sous-sol, ne parlant qu'à l'obscurité. Quand elle me repère, elle lève les yeux et sourit. Mon souvenir le plus vif de cet événement s'est produit hier soir. J'étais en train de préparer un petit peu à manger et à boire avant de la mettre au lit. Et j'ai senti qu'elle était juste derrière moi. Quand je me suis retourné, elle n'était pas là. J'ai alors posé sa collation et sa boisson sur notre îlot et quand je suis passé au coin du couloir, elle était là. Elle chuchotait en direction du sous-sol. Je me suis rapproché d'elle et parmi ces chuchotements, j'aurais juré avoir entendu quelque chose chuchoter en retour. Normalement, ma fille se retourne en m'entendant approcher. Mais cette fois, c'était comme si je n'existais plus. Je me suis alors rapproché d'elle et je lui ai dit « ma chérie, tu commences vraiment à m'effrayer. » Et je vous jure que je commençais à avoir peur. À la seconde où j'ai posé ma main sur son épaule, elle a ramené sa petite tête vers moi. C'était la première fois que je voyais la peur dans ses yeux. Cela s'est vite atténué lorsque je l'ai relevée et que j'ai fermé la porte. Je ne sais toujours pas pourquoi elle me regardait si effrayée. Je n'avais pas voulu lui faire peur et je ne m'étais pas non plus attendu à une telle réaction. Pendant ce temps, mon mari était en voyage de travail depuis 1 mois. Dans 3 états différents. J'ai décidé de tester quelque chose et j'ai demandé à ma mère de s'occuper d'elle pendant 1 nuit ou 2. Bien qu'hésitante, elle a accepté et elle a hébergé ma fille pendant quelques nuits. Au cours de ces 2 nuits, j'ai décidé d'expérimenter. J'ai remarqué que pendant mon sommeil, les sons ne semblaient pas apparaître. J'ai même téléchargé une application de sommeil pour pouvoir enregistrer chaque fois qu'un son était émis.
Durant la première nuit seule, je suis descendu prendre une collation et la porte du sous-sol était ouverte. Bon, j'y ai pas beaucoup réfléchi et je l'ai juste fermée. Au cours de la deuxième nuit, une chose similaire s'est produite. Seulement, cette fois, lorsque j'ai fermé la porte, j'ai entendu quelque chose s'écraser en bas, monter les escaliers en courant et commencer à gratter la porte non verrouillée. Après avoir failli succomber à une crise cardiaque, j'ai couru à l'étage et j'ai appelé mon pauvre mari qui dormait. J'ai expliqué la situation et il m'a dit de me procurer une caméra de sécurité. Ce qu'il m'a dit ensuite était quelque chose que je ne voulais pas entendre. Pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas cette caméra au sous-sol? Oui, bien sûr, laissez-moi m'aventurer dans le sous-sol démoniaque pour installer une caméra afin de capturer ce qui est en train de se passer. Notre fille a parlé dans le noir, alors effectivement, j'ai commandé une caméra de sécurité le soir même et j'ai décidé de m'endormir. Le lendemain matin, il y avait un message sur notre répondeur. C'était envoyé par ma mère. En gros, elle me disait de venir chercher ma fille et que je devais la faire exorciser. Je vais essayer de retranscrire tout ça, même si je dois noter que certaines des choses étaient un peu étouffées. J'ai donc essayé de faire de mon mieux. Chérie, même si je ne sais pas pourquoi tu m'as demandé de faire garder ta fille pendant quelques nuits, j'étais ravi de passer du temps avec ma petite fille. Mais je l'ai, et malheureusement, le mot là, on l'a pas. Elle passe toujours 10 minutes avant de se coucher à regarder les escaliers de mon sous-sol, ou bien dans mon couloir. Elle regarde n'importe où dans l'obscurité totale, et elle n'arrête pas de chuchoter. Une fois qu'elle s'est enfin endormie, il lui reste environ 1 heure avant que l'enfer ne se déchaîne. S'il te plaît, viens la chercher. Je voudrais retrouver mon calme. En entendant ça, je me sentais tellement mal. Je savais que je n'aurais pas dû lui faire subir ça, mais c'était mieux elle qu'une parfaite inconnue. En entendant le message, je me suis précipité pour chercher ma fille. Quand je suis finalement arrivé chez ma mère, j'ai trouvé ma fille en larmes, redoutant de rentrer à la maison. Elle s'accrochait fermement à moi et sanglotait dans mes bras. Au début, je me sentais mal, presque en colère, en me demandant ce que ma mère lui avait fait. Ma fille, une fille qui ressentait rarement d'autres émotions que le bonheur, cette fois, pleurait. Mais ensuite, je me suis souvenu, 2 nuits plus tôt, elle m'avait regardé avec une pure terreur sur le visage. J'étais furieuse, jusqu'à ce que j'entends ma fille me murmurer quelque chose à l'oreille. Au début, je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait. Alors je l'ai légèrement retirée et je lui ai demandé de répéter. Il ne voulait pas que mamie et moi dormions. Il veut que je rentre à la maison. En entendant ça, j'ai failli la faire tomber. J'ai remercié ma mère, je me suis précipité pour mettre ma fille à son siège. Et nous sommes retournés toutes les deux à la maison. Heureusement, ma caméra de sécurité est arrivée. Et j'ai pu l'installer sur la cheminée, pointée directement vers la cuisine et le sous-sol. Dès notre retour à la maison, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Elle n'était plus triste, on s'amusait et je me sentais un peu mieux. Mais comme sur des roulettes, au moment où l'heure du coucher arrivait, elle demanda sa petite collation et sa boisson et elle se rendit directement à sa place. Cette fois, elle me regarde et me dit « Ne regarde pas dans le noir ». À ce moment-là, j'ai failli pisser dans mon pantalon. Je l'ai alors monté jusqu'à son lit sans tenir compte de son goûter. J'étais vraiment prête à appeler un curé. J'appelle mon mari et je lui demande s'il peut rentrer à la maison plus tôt, car je ne peux plus faire ça toute seule. Il me dit qu'il est censé être de retour le lendemain matin à midi. Je ne savais pas que la mettre au lit serait une erreur aussi stupide. Cette fois, les bruits étaient juste devant ma porte. C'était vraiment bruyant. Je pensais avoir entendu des cris, mais l'adrénaline m'a rendu la tête légère. Et à la seconde où je me suis allongé, je me suis évanoui. Le lendemain, j'ai refusé de quitter ma chambre jusqu'à ce que mon mari rentre à la maison. J'ai laissé ma fille entrer dans ma chambre et nous avons passé du temps à regarder la télévision. Quand il est finalement rentré à la maison, j'ai insisté pour que nous regardions les images de la nuit dernière. Je ne savais pas que nous verrions exactement ce qu'il y avait au sous-sol. Lorsque nous avons regardé les images, j'ai vu que notre fille était sortie de son lit et était allée s'asseoir à sa place habituelle. Ce qui venait des ténèbres était purement terrifiant. Cela ressemblait à une créature presque humaine. Il avait des trous noirs à la place des yeux. Il avait l'air écorché, mais il y avait des plaques de peau autour de certains endroits. J'ai alors regardé cette chose parler, ainsi que ma fille. J'ai avancé un petit peu les images, jusqu'à ce que je la voie hocher la tête et se diriger vers la caméra, la poussant vers le bas. Elle était restée comme ça jusqu'à ce que nous la retrouvions cet après-midi-là. Depuis, nous avons déménagé, et nous n'avons pas vraiment eu d'expérience ces derniers temps. Du moins, rien de tel. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais jusqu'à ce jour, j'ai refusé de regarder dans les moindres coins d'obscurité. Je refuse d'entrer dans un sous-sol. Et je refuse de laisser ma fille assise seule dans l'obscurité totale. Elle est maintenant adolescente et ne semble pas se souvenir de ce qui s'est passé. Moi, de mon côté, j'ai juste besoin de réponses. De quoi parler ma fille? Est-ce qu'il y a une possibilité que cette chose revienne un jour? S'il vous plaît, aidez-moi. Que dire sur cette histoire si ce n'est qu'elle est trop bien? Enfin, les gens qui kiffent le paranormal, bah ils vont kiffer. Ceux qui ne kiffent pas le paranormal vont pas kiffer. Ça me paraît logique comme conclusion des fois. Mais ouais, franchement, moi l'histoire, je la trouve trop bien. Effectivement, les sous-sols,
américains ou même les Français, hein, ils sont pas rassurants. Moi, j'ai les sous-sols, c'est toujours une atmosphère, hein, comme les greniers. Tu sais, c'est un peu à l'opposé, mais c'est vraiment flippant. J'imagine bien le truc. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez, on va passer au 4e et dernier thread d'horreur de cette vidéo. Alors juste avant de commencer ce 4e et dernier thread d'horreur, n'oublie pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sabrina. Sabrina, lors de cette histoire, elle a 15 ans. En 2018, elle a déménagé dans un autre pays et dans une grande ville. Pour aller en cours, elle doit prendre les transports en commun. Et c'est très bien adapté à son mode de vie. Cette ville est plus précisément en Europe. Et il est connu pour être l'un des endroits les plus sûrs. Sabrina prend son bus habituel tous les matins à 7 ou 8 heures pour aller à l'école. Son frère cadet prend le même bus qu'elle et donc emprunte le même trajet. Mais il descend quelques stations avant elle. Mais bon, Sabrina a pris une habitude, c'est de l'emmener tout le temps à l'école et d'aller le chercher quand elle finit à la même heure ou avant. Puisqu'il faut noter que son petit frère n'a que 8 ans, donc il est encore très jeune. Cette routine, elle a duré pendant 1 an. Et pendant ce temps, Sabrina commence à reconnaître les visages des personnes qui prennent le même bus. Et tous les matins, elle peut voir tous les visages qu'elle connaît monter dans le bus. Sabrina a progressivement commencé à remarquer quelque chose. Il y a un homme qui la dévisage, elle et son petit frère. Cet homme a probablement la fin vingtaine, voire début trentaine. Il est assez petit, maigre, porte des lunettes et a un peu de barbe. Plus le temps passe, plus l'homme la regarde. Il a commencé à sourire en regardant Sabrina et son frère. Sur le moment, elle se dit juste que l'homme les regarde car ils font une belle paire de frères et sœurs, ou quelque chose du genre. Mais malgré cela, son regard est devenu plus intense au fur et à mesure que les jours passent. Au bout d'un moment, ce n'était même plus discret, il ne se cachait même plus. L'homme a commencé à descendre à la même station que Sabrina, là où se trouve son école. Heureusement pour elle, il y a beaucoup d'écoles vers cet arrêt. Donc elle est sûre qu'il ne l'a pas suivi au moins jusqu'à son école. Enfin, c'est ce qu'elle espère. Plus les jours passent, plus l'homme commence à se rapprocher de Sabrina. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est vraiment pas discret. Les regards de l'homme sont toujours aussi intenses et ça la met très mal à l'aise. Puis un jour, Sabrina est en retard pour prendre son bus, puisque son jeune frère a raté son réveil. Donc elle l'a emmené à l'école avant de récupérer son second bus. Elle arrive à choper son bus en courant malgré tout. Sabrina rentre dans le bus tout essoufflée et heureuse d'avoir réussi à prendre son bus. Elle s'assoit près de la fenêtre, juste à côté d'une porte. Elle regarde par la fenêtre, mais elle sent quelque chose de bizarre. Elle sent que quelqu'un est en train de la fixer. Elle tourne la tête et cet homme est de nouveau là. Il est debout alors que tous les sièges sont vides. Il fixe Sabrina de la tête aux pieds. Elle retourne la tête de nouveau vers la fenêtre pour essayer de faire genre qu'elle ne l'a pas remarqué. Puis elle descend quelques arrêts avant son arrêt habituel. Car à cette heure-ci, le bus peut rester coincé dans les bouchons. Et elle ne veut pas être encore plus en retard. Donc elle descend et elle commence à marcher jusqu'à son école et elle prend un raccourci. Mais au début, Sabrina, elle n'a pas remarqué que cet homme l'a suivie, donc elle continue de marcher. Par contre, elle pouvait sentir une présence dans son dos et elle se dit juste que c'est des élèves qui sont en retard comme elle. Mais bon, dans le doute, elle va quand même regarder, mais alors très discrètement quoi. Elle tourne discrètement la tête et elle peut voir cet homme qui est en train de marcher derrière elle. Et ça fait bien 100 mètres qu'il fait ça. Le type n'a pas dû remarquer qu'elle l'avait repéré, car il est en train de se rapprocher d'elle. Et là, ce mec s'est mis à côté d'elle et il a commencé à marcher proche d'elle comme s'il la connaissait. L'homme va la saluer et Sabrina, elle le regarde et elle décide de s'éloigner comme elle le peut, tout en gardant le même rythme de marche. L'homme va alors enchaîner. Nous nous sommes vus à plusieurs reprises dans le bus, n'est-ce pas? De plus, tu es très jolie. Sabrina, elle lui dit juste « non, désolé, je te connais pas ». Là, le type s'en tape complètement et il commence à poser des questions assez effrayantes comme « oh, tu es au lycée, n'est-ce pas? Il est où ton petit frère aujourd'hui? Il est pas avec toi aujourd'hui dans le bus? C'est ton petit frère, pas vrai ?» Sabrina, elle est très troublée, alors elle a juste prononcé « désolé, je ne vous connais pas ». Et en réponse à ça, l'homme lui dit alors « mais moi non plus, je ne te connais pas. D'ailleurs, est-ce que tu veux faire connaissance ?» Sabrina ne répond pas et elle continue son chemin. L'homme continue toujours à la suivre. En plus de ça, l'école se rapproche. Mais quand le type s'est rendu compte que là où Sabrina se rendait, eh bien il y avait plus de monde. Il a pris une rue adjacente et il a disparu. En voyant qu'elle n'était plus suivie, Sabrina a lâché un soupir de soulagement, tellement elle était stressée. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle était arrivée devant son lycée. Sabrina, elle en a parlé à des amis à elle qui lui ont dit que si jamais ça se reproduisait, il faudrait qu'elle les appelle. Puis enfin, après ça, Sabrina a cessé de le voir dans le bus pendant un certain temps. Ce qui l'a fait réfléchir. Elle s'est dit que ce type prenait le même bus qu'elle pour mater les jeunes filles et les suivre. Mais après que le Covid se soit calmé, Sabrina a recommencé à le voir. Mais elle ne pense pas qu'il l'ait reconnu,
car elle a complètement changé en 2 ans. Elle porte des lunettes et elle a perdu du poids. Et elle met beaucoup plus de maquillage qu'avant. L'homme s'est même tenu à côté d'elle et Sabrina a pu remarquer quelque chose. C'est qu'il continue tout le temps d'observer les petites filles. Il a maintenant cessé de regarder Sabrina, de 1 car elle est devenue plus grande que lui, et de 2 elle est maintenant plus âgée. Et elle a pu remarquer qu'il préfère les petites filles, et plus précisément si elles portent des shorts. Malheureusement, Sabrina aimerait le dénoncer ce pervers, mais il ne touche jamais personne. Donc elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. De plus, elle se dit que les policiers lui diront quoi? L'homme n'a rien fait, il regarde juste. Même si pourtant, elle sait que cet homme est un prédateur. Elle en est persuadée. Franchement, je la crois énormément. Il n'y a pas de doute à émettre, c'est elle qui vivait ces regards très insistants et cette poursuite du mec. Non mais on se connaît pas, t'inquiète, on peut se connaître. Non, non. À cet âge-là, je sais plus quel âge elle avait. Je me souviens plus, mais en tout cas, elle était mineure, voilà, elle a 15 ans au début des faits. Donc non, il n'y a pas de... Non, t'as je sais pas combien, à peu près la trentaine, bah tu... 15, 30, c'est pas possible, ça va pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes dans ta catégorie, gros. Voilà, ouais, je sais, je pars en cacahuète sur la conclusion parce que ça m'énerve, tu n'as pas à faire ça. Ne t'inquiète pas, mec, il y a assez de femmes ou d'hommes dans le monde, on est plus de 7 milliards sur Terre, donc normalement, tu devrais trouver ton bonheur. Voilà, t'inquiète pas. Bon les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads d'horreur. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement si c'était pas déjà fait. Et si tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à regarder une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.